Bienvenue pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on aborde un sujet lourd mais absolument crucial, la crise grandissante des grossesses en milieu scolaire au Togo. C'est une véritable démarche de sensibilisation qu'on va faire ensemble parce que notre source met en lumière une tendance socio-culturelle pour le moins alarmante. Allez, on décortique tout ça. Imaginez une société, tu vois, vraiment ancrée dans le respect de l'autorité familiale traditionnelle. Une société où la hiérarchie entre l'adulte et l'enfant, elle semble inébranlable. Et là, imaginez cette même société qui se réveille un matin pour découvrir des centaines de cas de grossesse. Et pas n'importe où, dans ces écoles primaires. Ah ouais, c'est glaçant. C'est complètement dingue. Et le plus fou dans tout ça, c'est que les adultes sont choqués. Donc aujourd'hui, on est le 25 mai 2026 et on va faire une grande plongée au cœur de cette réalité. Pour ceux qui nous écoutent, on va observer comment toute une génération d'enfants a pris le pouvoir en fait. Et surtout, pourquoi ce sont leurs propres parents qui leur ont donné les clés de ce pouvoir. Exactement. Notre point de départ pour cette analyse, c'est un texte d'opinion hyper incisif qui s'intitule « Grossesse en milieu scolaire au Togo, la surprise de la surprise ». Ouais, et c'est un titre très bien choisi parce que c'est un paradoxe fascinant que l'auteur met en lumière. La mission de notre exploration aujourd'hui, pour notre auditoire de curieux, c'est pas juste de s'indigner, c'est vraiment de dépasser le choc des statistiques pour comprendre le pourquoi du comment. C'est ça, le cocktail explosif entre la perte d'autorité, les réseaux sociaux et la responsabilité des parents. Voilà, décortiquons tout ça. Le truc qui me frappe d'emblée, et je suis curieuse d'avoir ton avis là-dessus, c'est ce paradoxe. L'auteur demande en gros pourquoi les adultes tombent des nues face à une situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Ce qui est fascinant ici, c'est que la source nous oblige à regarder bien au-delà des symptômes de surface. On va vraiment diagnostiquer une mutation profonde de la société. Ouais. C'est pas juste un petit dysfonctionnement, c'est systémique. Alors, pour comprendre l'ampleur de cet aveuglement, faut d'abord qu'on regarde les chiffres. La réalité mathématique en face, quoi. Parce que les statistiques de la cellule gouvernementale chargée de l'équité de genre, elles sont foudroyantes. Elles sont accablantes, ouais. Rien que pour l'année scolaire 2024-2025, on parle de 2284 cas de grossesse recensés. Et attention, la répartition fait froid dans le dos. 948 au lycée, ce qui est déjà énorme, ouais. Mais aussi 1319 au collège. Et le pire du pire, 17 cas au primaire. Au primaire ? Attends, des enfants qui ont quoi, 10, 11 ans ? C'est ça. Mais si tu regardes l'historique, la comparaison avec les années précédentes, c'est là que tu vois la vraie dynamique de la crise. Vas-y, rappelle-nous les chiffres d'avant, juste pour qu'on se rende compte. Entre 2018 et 2020, on tournait autour de 3000 cas sur la période. C'était grave, mais disons que c'était une certaine moyenne. Ouais, une moyenne stable, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Mais entre 2020 et 2023, bam, le chiffre a explosé à 8631 cas. C'est effarant. Et sur ce total, il y a eu un chiffre terrifiant de 526 grossesses en école primaire en 3 ans. 526 au primaire. Mais tu sais, quand je lisais la source, l'auteur soulignait un truc encore plus sombre. Sur les cas non déclarés. Ouais, c'est ça. Il explique que ces chiffres officiels, c'est probablement que la partie visible de l'iceberg. Tout à fait. Dès qu'une petite fille tombe enceinte, par honte, elle abandonne l'école super tôt pour le cacher. Donc elle disparaît des radars. Du coup, ça me fait penser, est-ce que le fait de se focaliser uniquement sur l'école, ça masque pas le vrai naufrage qui se passe en dehors ? L'école comptabilise ce qu'elle voit, quoi. Mais le choc du public face à ça prouve vraiment un déni collectif massif. Un déni total. Oui, on s'offusque des grossesses primaires comme si l'école devait être une bulle magique. Malgré l'existence de lois pour protéger les enfants, le phénomène continue son petit bonhomme de chemin. Et ça nous amène direct à la salle de classe. L'institution scolaire n'arrive pas à endiguer la crise, et d'après le texte, c'est parce qu'il y a un renversement total du pouvoir. Ah oui, le point de vue de l'enseignant aujourd'hui, c'est terrible. L'auteur explique que les enfants ont quasiment pris le pouvoir et revendiquent, je cite, leur propre liberté. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement ? Un prof essaye juste de recadrer un élève et boum, il est perçu comme une menace aux droits de l'enfant. Exactement. Et le pire, c'est que les parents eux-mêmes s'en mêlent. Ouais. Ils contribuent à incriminer les enseignants quand ces derniers essaient d'intervenir. L'école est complètement désarmée. C'est comme si on avait confondu la protection des droits de l'enfant avec l'absence totale de limites en fait. J'ai cette image en tête, tu sais, de l'enseignant moderne,
Vas-y. C'est comme un arbitre sur un terrain de foot à qui on a retiré son sifflet, retiré ses cartons rouges, mais on exige quand même de lui qu'il tienne le match. Et si jamais il ouvre, c'est les parents dans les gradins qui le huent. C'est une excellente analogie. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, on voit bien que l'autorité parentale est elle-même en crise profonde. C'est clair. L'école, c'est plus du tout un sanctuaire. La hiérarchie qu'on connaissait a été remplacée par un nouveau pouvoir détenu par les jeunes. Et ce pouvoir, il est massivement alimenté par le monde numérique. Ah, H, le numérique. Parce que si les gamins échappent au contrôle de l'école et des parents, vers qui ils se tournent pour trouver des repères ? La source est brutale là-dessus. Les réseaux sociaux et la culture des influenceurs. Et plus particulièrement TikTok. Le texte dit que ça vient sonner le glas, avec des contenus créés par des adultes. Ouais. Et qui tournent presque exclusivement autour du sexe et de l'hypersexualisation du corps. L'inventaire est glaçant. Des produits pour faire grossir la poitrine ou les fesses, des gadgets sexuels vendus ouvertement, la promotion d'opérations esthétiques. Il y a un truc qui m'a vraiment retourné l'estomac dans le document. Ce sont les fameux micro-trottoirs. Ah oui, les questions intimes dans la rue. Voilà, on pose des questions hypersexuelles à des passants, et parfois même à des enfants, sous couvert de faire de la comédie. Et ça marche, c'est ça le pire. Les enfants sont filmés dans des mises en scène à connotation sexuelle, tout ça pour générer des vues et des likes. Mais du coup, comment l'influence de ces réseaux se traduit sur le comportement des jeunes élèves ? Le texte parle des chansons populaires, par exemple, des morceaux aux paroles hyper explicites que des enfants du primaire connaissent par cœur. Ouais, et les adultes les filment en train de chanter ça ? Exactement. C'est un système de récompense complètement toxique. Les adultes qui créent ça, qui filment parfois leurs propres ébats ou des contenus très limites, ils sont érigés au rang de stars, de grands influenceurs. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je me demande, et c'est une question que je lance comme ça, est-ce que ces influenceurs sont juste les symptômes d'une société voyeuriste ou est-ce qu'ils sont les architectes actifs de cette normalisation de la sexualité précoce ? La culture de l'influence façonne littéralement les attentes sociales des jeunes. C'est-à-dire ? Imagine l'impact psychologique sur un enfant du primaire, quand il voit que la sexualité adulte est jetée en place publique, dépouillée de toute intimité, juste pour des likes. Ouais. Il intègre que c'est ça la norme de réussite, que c'est comme ça qu'on obtient de la valeur sociale. L'influence fonctionne de manière super pernicieuse. Et d'ailleurs, le texte pointe du doigt l'hypocrisie de la foule. Si tu oses critiquer ces contenus en ligne, tu te fais vilipender, tu te fais bloquer direct. On protège ce voyeurisme bec et ongle. D'ailleurs, pour vraiment se mettre dans la peau de ces gamins, on nous propose d'intégrer une sorte de témoignage fictif d'un élève pour illustrer cette pression sociale numérique. Imagine une gamine de, 12 ans, qui dirait un truc du genre au collège, si tu connais pas la dernière trend de danse hyper suggestive ou si t'as pas vu le dernier live de cet influenceur, t'existes pas. Les autres te traitent de gamine. Du coup, tu fais comme tout le monde pour être accepté, même si ça te met mal à l'aise. C'est exactement ça, cette fameuse pression numérique. Ce témoignage fictif résume parfaitement le piège dans lequel ils sont enfermés. Mais attends, si les réseaux sociaux, c'est le poison, Ouais. qui leur donne la cuillère pour l'avaler ? L'analyse de la source nous amène inévitablement face à un miroir très inconfortable, la cellule familiale. La responsabilité des parents face à la possession de téléphones mobiles, c'est le grand sujet de l'article. Offrir un Android de dernière génération à un enfant de 10 ans sans le moindre contrôle parental, c'est une folie. C'est une folie, mais c'est surtout d'une hypocrisie folle. L'auteur pointe du doigt ces parents qui s'étonnent des grossesses précoces. Ah oui, l'hypocrisie. Alors qu'ils s'exhibent eux-mêmes sur les réseaux sociaux, ils utilisent un vocabulaire sexuel ou vulgaire devant leurs enfants au quotidien. C'est le principe psychologique de base que rappelle l'auteur. Les enfants sont super attentifs à leur environnement direct. Ils prennent exemple sur ce qu'ils voient à la maison. Exactement. L'enfant absorbe le vocabulaire, le rapport au corps et la décence qu'il observe dans son salon bien avant d'aller scroller sur TikTok. Et tu sais, je me fais l'avocate du diable. Imaginons un parent bien intentionné qui bosse toute la journée, qui est fatigué. Il donne le smartphone à son enfant juste pour avoir la paix, tu vois ? Ouais, le fameux gardiennage numérique. Voilà. C'est pas un peu le complexe de l'apprenti sorcier, ça ? On donne un portail vers le monde entier à un gamin et on s'étonne qu'il tombe sur des prédateurs ou des contenus adultes ? Cela soulève une question importante sur les mesures concrètes à prendre, parce que l'auteur lance un vrai appel à une conscience collective, surtout au niveau de l'encadrement parental. Alors justement, c'est quoi le plan d'action communautaire ou les stratégies scolaires qu'on peut élaborer pour protéger ses élèves ? Parce qu'on peut pas juste dire c'est la faute des parents et s'arrêter là. Non, bien sûr.
Le texte propose des pistes très concrètes. Déjà, ça passe par un kit d'amélioration du dialogue familial. Ok, comment on fait ça en pratique? Ça doit changer à la racine. Il s'agit plus seulement de mettre un mot de passe ou un contrôle parental technique. Le parent doit d'abord balayer devant sa propre porte. En gros, arrêter de consommer des vidéos vulgaires soi-même pendant le repas. Exactement. Ensuite, instaurer un vrai dialogue sur la sexualité, sans tabou mais avec un cadre moral protecteur. Et au niveau scolaire, il faudrait de vraies stratégies pour limiter l'exposition numérique des enfants dans l'enceinte de l'établissement. Genre interdiction stricte des portables au collège et au primaire, ce qui existe parfois sur le papier, mais qu'il faut vraiment faire appliquer. C'est ça. Et impliquer la communauté, créer des cellules de veille entre parents et profs pour restaurer cette autorité conjointe qui a été perdue. Ouais, recréer l'alliance parent-prof, c'est vital. C'est le seul moyen pour que l'enfant ne perçoive plus l'adulte comme un ennemi, mais comme un tuteur. Bon, si on résume un peu le parcours intellectuel qu'on vient de faire, on est parti de ce choc des 2484 grossesses scolaires en une année, pour glisser vers la réalité d'un système éducatif menotté. Et on a atterri sur ce rôle ravageur d'une sphère numérique non régulée, couplée à une démission parentale à la maison. Au final, on se rend bien compte que c'est moins un problème scolaire qu'une crise civilisationnelle de l'exemple. Une crise de l'exemple, oui, le terme est fort et super juste. Mais tu sais, la source se demande à la fin, que faut-il faire pour arrêter l'hémorragie? Et ça me fait penser à un truc, une dernière pensée un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Vas-y, je t'écoute. Sachant que les lois traditionnelles, elles échouent totalement face à un Internet sans frontières. Ouais, l'algorithme est plus rapide que la loi. Exactement. Est-ce qu'on ne devrait pas accepter que le concept même de protéger l'innocence de l'enfance, du moins comme on l'entendait avant, est devenu obsolète? Ah, c'est une question difficile mais très pertinente. Au lieu d'essayer de cacher le monde adulte aux enfants en leur confisquant leur téléphone ou en jouant au chat et à la souris avec les filtres parentaux, est-ce que la vraie solution de demain, ça serait pas de former les enfants, dès le plus jeune âge, à être des critiques cyniques et avertis de cette culture numérique de consommation de masse? Bah oui, en faire des consommateurs conscients des mécanismes de manipulation plutôt que des victimes qu'on essaie vainement de maintenir dans une bulle. Voilà. Leur apprendre comment l'algorithme cherche à capter leur attention, comment les influenceurs monétisent leur corps. C'est un changement de paradigme complet, mais face à l'ampleur de la crise, c'est peut-être la seule voie viable pour leur construire une vraie résilience. C'est une excellente question à méditer pour notre auditoire. Eh bien, on va laisser nos auditeurs réfléchir là-dessus. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi. Avec grand plaisir, c'était une analyse nécessaire. À la prochaine pour une nouvelle exploration de nos sources.